I like a lot when there is a physical fight in the last lap to try to win the race. You fight with the other rider, you touch. During the race you want to kill the other rider, but after the race you give him the hand and you go to drink a beer together. J'ai toujours voulu parler de sujets un peu sensibles sur ma chaîne, mais j'ai jamais vraiment su comment le faire. C'est quelque chose de tellement particulier. C'est pas évident en fait pour plein de raisons, et la première c'est que je veux faire les choses bien. Mais il y a forcément des moyens de le faire, et j'ai enfin trouvé. Du coup aujourd'hui on va pouvoir aborder un sujet très sensible, si ce n'est le plus sensible, le décès d'un pilote. Alors on va aborder le décès d'un pilote en particulier. Un pilote que vous ne connaissez peut-être pas, et c'est justement le moment de découvrir son histoire. Et même si vous le connaissez, je suis sûr que je peux vous apprendre 2-3 trucs. Avant que la vidéo commence, je tiens juste à vous dire une petite chose. C'est la première fois pour moi que je suis accompagné de quelqu'un dans une vidéo. Alors, pas à l'écriture, pas au montage, hein, ça aurait été top, mais je préfère faire les choses moi-même dans ces cas-là, mais plutôt à ce qu'il va y avoir dans la vidéo, à l'écran. Je me suis dit que ça serait vraiment bien d'apporter une petite chose en plus à la vidéo, quelque chose qui puisse donner une nouvelle dimension au sujet. Et c'est ce que mon pote Raph Drawing a réussi à faire en nous proposant une multitude de dessins que vous allez découvrir dans cette vidéo à propos du sujet. Donc ce que je vous invite à faire si vous voulez le soutenir ou le féliciter, c'est d'aller sur son Instagram qui s'affiche juste ici ou qui est dans la description. Comme ça vous pourrez voir tout ce qu'il fait, et en plus il va mettre les dessins de cette vidéo, donc c'est plutôt quali. En vrai je suis très content parce que comme je vous l'ai dit, ça apporte une autre dimension à la vidéo, ça apporte un petit cachet et plus de naturel. Je suis très content, ça rend très bien, c'est juste le boss, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et une dernière petite chose avant que la vidéo commence, c'est que je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo, puisqu'avec Raph on vous a préparé un petit dessin animé sur le sujet principal de cette vidéo, vraiment en toute fin de vidéo, donc restez jusqu'au bout, on a bossé des semaines pour ça, je veux vraiment que vous le voyez, je veux pas le mettre en début de vidéo, non, je veux le mettre à la fin, parce que vous verrez que ça a son importance. Merci en tout cas, si la vidéo vous plaît, je vous invite à la liker, la commenter, la partager, mais nous, on va pas perdre plus de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. Parlons de celui dont la présence vraiment manque au paddock, quelqu'un qui devait et qui aurait dû être encore là à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui aurait pu avoir une très belle et même une immense carrière au MotoGP, mais tout s'est brusquement stoppé pour lui. C'est celui notamment qui était très reconnaissable grâce à sa grosse touffe de cheveux, son sourire, bref, bien entendu, je veux parler de celui que l'on nomme Super Sick, celui que l'on appelle Marco Simoncelli, et voici son histoire. En 1987, 3 pilotes dominent le monde des Grands Prix en 500. Randy Mamola, Eddie Lawson et Wayne Gardner. À cette époque, les Européens y dominaient aussi, mais pas cette catégorie-là, plutôt les petites catégories comme la 125 et la 250. Finalement, quand on regarde, c'était quasiment que des Australiens ou des Américains qui dominaient les 500 et qui étaient tout simplement imprenables à la victoire. Ah, il fallait quelque chose en plus pour dompter ces 500 d'époque, qui étaient vraiment des motos hors normes, dépourvu d'électronique pour le coup, donc si jamais ça partait, bah ça partait. Et il fallait des Américains ou des Australiens visiblement pour arriver à contenir ces bolides. Et oui, pas encore de Valentino Rossi, de Marc Marquez ou de Jorge Lorenzo en catégorie reine en 1987. Hein. Déjà, il y en a certains qui étaient pas nés et d'autres qui ne roulaient pas encore en mondial comme c'est le cas de Rossi. Et c'est justement cette année-là, le 20 janvier 1987, que naquit le jeune Marco Simoncelli dans la ville de Cattolica. Mais c'est à Coriano que le jeune Marco va grandir avec son père et sa mère qui tenaient une boutique de glace. Ouais, je vous l'accorde, il n'y a pas trop de rapport, mais bon, bah, c'est tout. Il tenait une boutique de glace, hein, voilà. Par contre, son père, Paolo Simoncelli, lui, c'est un grand passionné de moto et de course automobile. Et pour les 4 ans de leur fils, papa Simoncelli et maman Simoncelli décident d'offrir à Marco une mini-moto, une Suzuki 50 cm3. Et quand t'as 4 ans, bah, tu peux pas aller poser le coude sur circuit avec une moto comme ça. Enfin, si, tu peux, mais il y a des chances qu'à cet âge-là, si tu poses le coude, c'est que t'es par terre en fait. Marco a donc dû attendre ses 7 ans pour faire ses premiers tours de roue sur circuit, et 2 ans plus tard, alors qu'il n'avait que 9 ans, il participe à sa première course officielle régionale. Dans ces années-là, le jeune Simoncelli roulait sur des motos de la marque Pasini. C'était vraiment des petites cylindrées qui étaient faites par le père d'un certain Mattia Pasini, un pilote italien qui fera beaucoup d'étincelles un peu plus tard en Grand Prix. Et notre ami Marco, il va rouler sur ses motos jusqu'à l'âge de 13 ans à peu près. Et là, vous vous demandez peut-être, bon ok, mais est-ce qu'il était bon sur une moto le gamin? Bon, ouais, il remportera son championnat en 99, en 2000, ah, puis aussi il fera le championnat d'Europe de mini-moto dont il terminera 2e. Rien que ça. Bon, ça c'est super, notre Marco il a 13 ans, il a déjà 2 titres en poche grossièrement, et ses parents se disent... dis donc, il est quand même pas mauvais le fiston quand même, hein. Le gamin là il roule plutôt bien. Et si on l'inscrivait à des championnats avec des plus grosses motos, tu vois, des plus grosses cylindrées,
voilà quoi, histoire que il aille vers les sommets. Et ben en fait c'est ce qu'ils vont faire. Marco roulera sur une 125 pour la première fois en 2000, puis dans les 2 années qui suivent ses premiers tours de roue, il participera à plusieurs championnats comme le Honda Trophy ou encore le championnat italien, où il terminera d'ailleurs 9ème aux 2 championnats avant d'aller chercher un titre en championnat d'Europe 125 et de faire quelques piges en mondial. Et d'ailleurs en parlant de mondial, les portes des Grands Prix s'ouvrent pour lui en 2003. Rouler en Grand Prix, c'est le rêve de tout pilote, hein. C'est un peu comme être sélectionné en équipe de France pour faire la Coupe du Monde finalement, ou en équipe d'Italie, ou de Japon, enfin bref, c'est d'être sélectionné pour son pays quoi. Enfin là, c'est même plus être sélectionné dans son pays, c'est vraiment atteindre les hautes sphères quoi, c'est vraiment championnat quoi, vraiment le truc de luxe. Avant de commencer une saison complète en mondial, il fera en 2002 quelques courses en Grand Prix, et il va vite se rendre compte que là, c'est plus du tout le même niveau, hein. Il va vite se rendre compte que c'est très dur les Grands Prix. Bon après, faut pas oublier qu'à ce moment-là, il avait que 15 ans. Et c'est en 2003 que Marco fera sa première saison complète en Grand Prix dans la cour des grands. Hein, là, t'es en mondial, t'es dans la cour des grands, tu fais ta saison complète, bravo, mais va falloir assurer. Non, parce que là, c'est vraiment plus le même niveau, hein. Il roulera sur une Aprilia 125 avec le numéro 37, et pour ses premières courses, il finira pas premier. Non, il finira pas premier. Je préfère être honnête avec vous, il finira pas premier. Bon, je vous rappelle qu'on est en Grand Prix, et le niveau en Grand Prix, c'est plus du tout le même que dans les petits championnats, les championnats nationaux ou européens. C'est vraiment le summum de ce sport. Il finira au final 21ème de sa première saison, mais il accrochera quand même une 4ème place lors de sa dernière course, ce qui est quand même pas mal, hein. Pour une première saison en mondial, c'est quand même pas dégueu, hein. Il y en a qui font absolument rien tout le long de l'année, qui finissent dernier tout le long de l'année. Et puis, c'est jamais évident pour un team de miser sur un pilote qui a fini 21ème au classement général. Mais l'équipe de Fiorenzo Caponera, ils se sont dit quand même que Marco, il avait l'air d'avoir du talent, il avait l'air d'être prometteur. Et ça, vraiment, c'est du bon point pour Marco, puisqu'il intégrera cette équipe dès l'année suivante. En 2004, donc, Marco intègre cette équipe, et c'est pas une saison comme les autres pour lui en 2004. Déjà parce que dans cette catégorie, il y a un certain Andrea Dovizioso, que vous connaissez peut-être, puisqu'à l'heure actuelle, il est à multiples reprises vice-champion du monde MotoGP. Et d'ailleurs, en 2004, c'est Andrea Dovizioso qui va chercher le titre 125 dans cette même catégorie où Marco se trouve, et d'ailleurs, les deux Italiens, ils auront une belle rivalité tout au long de leur carrière ensemble. Bref, revenons sur les résultats du héros de notre histoire. Marco vivra une saison très particulière, puisqu'il ira chercher sa première pole, mais aussi sa première victoire en 2004. Et ça, vous vous en souvenez de votre première victoire. Bon ok, c'était sous la pluie à Jerez, mais finalement le meilleur pilote, c'est pas celui qui reste sur ses roues jusqu'à la fin et qui franchit la ligne d'arrivée en premier? Eh ben si, et c'est ce que Marco a fait. L'hymne italienne résonne grâce à lui, et ça doit être vraiment un sentiment indescriptible lorsque vous êtes pilote et que votre hymne résonne pour la première fois grâce à vous en fait. On aurait pensé que la saison ressemblerait à ça tout le long, mais finalement c'est un peu les montagnes russes côté résultat. Au final, il terminera 11ème de cette saison 2004 et se sentait plus que prêt à en découdre en 2005 en allant chercher des podiums, mais aussi des victoires, plusieurs victoires et pourquoi pas un titre. Et cette même année 2005 en 125, c'est indéniablement sa plus belle. En fait, il est vraiment monté crescendo, son niveau et son expérience ont fait de même, et arrivé en 2005, vraiment, tout se déclenche pour lui. Enfin, tout se déclenche. Du moins, il fait une saison vraiment pas dégueu, quoi, vous m'avez compris. Déjà, il réalise l'exploit de regagner une nouvelle fois à Jerez, ce qui confirme qu'il n'est pas là en touriste avec des tongs et un short. Mais aussi, au final, il s'offrira 6 podiums et une 5ème place au général, ce qui confirme une fois de plus qu'il n'est pas là en touriste. Bon, je vous l'ai déjà fait celle-là. Et quand tu finis top 5 en mondial, forcément, c'est de bon augure, ça fait plaisir et surtout, ça ouvre pas mal de portes, dont celle de la catégorie supérieure, la 250 cm3. Surtout les pilotes qui arrivent en 125, pas tous vont en 250, c'est-à-dire dans la catégorie supérieure. Faut vraiment avoir quelque chose en plus. Alors quand je dis quelque chose en plus, c'est soit beaucoup d'argent, soit avoir un talent indéniable et se faire repérer et recruter par un team. Simoncelli, lui, fait justement partie de cette deuxième catégorie. Changement de moto pour lui, puisque cette fois-ci, il roulera sur une Gilera. Et il retrouve un ancien rival dans cette catégorie, Andrea Dovizioso. Mais lui n'est pas tout seul, puisque désormais, il y a des pointures qui sont arrivées, comme Jorge Lorenzo, ou encore le français Sylvain Guintoli. Du coup, il y a de quoi se motiver à aller chercher des bons résultats, ou même se battre aux avant-postes. Sauf que ça va pas vraiment se passer comme ça, en fait. En 2006, pour sa première année en 250, Marco va vivre une saison bien difficile. Bon, déjà, il y a énormément de malentendus avec le directeur technique de l'équipe. Et ça, vraiment, ça n'aide pas et c'est très mauvais signe quand ça commence comme ça. Pour gagner, il faut vraiment qu'il y ait une harmonie entre le pilote, la moto et l'équipe aussi. Bah, c'était pas le cas ici, en fait. Vraiment, c'était pas le cas du tout, même. Simoncelli finira 8ème du général avec 92 points et 0 podium. Ça fait mal. Alors entre les résultats pas ouf et la désentente avec son équipe technique, Gilera, ceux qui lui fournissent la moto, ils vont pas vraiment apprécier tout ça.
D'ailleurs, la marque lui avait fourni une moto officielle en 2006, mais ils ont estimé que pour l'année suivante, en 2017, il méritait pas la moto officielle, donc il aurait une moto datant de 1 an, de l'année dernière quoi. Oui hein, la compétition c'est pas toujours tout beau tout rose. Mais notre Marco il se dit c'est pas grave, je vais quand même faire mieux même si j'ai une moto un peu plus naze qu'avant. Sauf qu'en 2007, il y a d'autres pilotes très prometteurs qui arrivent, Alvaro Bautista, Tom Luthi, Mika Kallio, en plus de Dovizioso et Lorenzo qui sont déjà là. Donc là, la concurrence, ça commence à faire beaucoup. Hein. Et oui, parce que tout ce petit monde finira devant lui au classement général à la fin de la saison. Et ça, ça c'est chiant quand t'es pilote, hein. Ça c'est vraiment chiant. Et même si Marco termine 10ème avec 97 points, il estime que c'est une saison plutôt positive pour lui. Côté Gilera, on est moyennement satisfait, mais on laisse quand même une nouvelle chance à Marco Simoncelli, mais toujours avec une moto qui date d'il y a 1 an. Bon, on met un petit peu plus d'évolution technique, mais elle date quand même d'il y a 1 an la moto. Bon là, notre Marco, il est prêt, il est chaud. C'est sa 3e année en 250, il sait comment ça roule, il sait comment on gagne maintenant. Enfin, il n'a pas encore gagné de course, donc il sait pas comment on gagne, mais bon, il va tout faire pour. Et pour ses 2 premières courses en 2008, Marco chaud bouillant marquera 0 points. Voilà, il marque 0 points pour ses 2 premières courses, donc ça commence très mal pour lui. Il devra attendre le Grand Prix du Portugal pour aller prendre sa première pole et son premier podium. Ça commence à aller mieux. Et un peu plus tard dans la saison, ça y est, il est lancé. Il viendra prendre sa première victoire au Mugello sur ses terres en Italie. La saison continue et Marco il enchaîne les bons résultats. Et Gilera ils se disent, bon, il a quand même fait une bonne première partie de saison, et si on lui offrait une moto officielle de maintenant pour la 2e partie de saison? Ça se trouve, il peut aller gagner en championnat. Non, mais on sait pas, hein, les gars, vous dites-moi dans la... dites-moi. Et là, c'est juste l'explosion pour lui, quoi. À la fin de la saison, il obtiendra 7 pôles, 6 victoires, 12 podiums, rien que ça. Et il arrive au Grand Prix de Malaisie avec tellement de points d'avance que s'il se débrouille bien et qu'il a quand même un petit peu de chance, il sera titré champion du monde une course avant la dernière course de la saison. Ça, c'est quand même la classe. Et d'ailleurs, vous allez voir que le Grand Prix de Sepang, ça a une histoire un peu particulière avec Simoncelli. Et à la fin de cette course de Sepang en Malaisie, Marco Simoncelli décrochera son premier et unique titre mondial en 250. De quoi être vraiment fier, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail pour lui. Ah, d'ailleurs, pour la petite anecdote, le circuit de Sepang, son acronyme c'est SIC, S-I-C, qui veut dire Sepang International Circuit. Je sais, j'ai un bel accent anglais, merci. Mais SIC, S-I-C, c'est aussi les 3 lettres qui sont affichées, vous savez, sur l'overlay. Quand vous regardez la télé, il y a marqué Ross pour Rossi, il y a marqué, je sais pas, Dove pour Dovi. Et bien pour Simoncelli, c'est pas S-I-M parce que c'est déjà pris, mais S-I-C. Et les parents de Simoncelli, la première fois qu'ils arrivent à Sepang et qu'ils voient marqué SIC sur tous les t-shirts, ils se disent putain, mais c'est trop bien, il y a trop de goodies pour notre fils, on va tout acheter. Et en fait, c'était pas pour leur fils, en fait. C'était pour le Sepang International Circuit. Donc ils ont pas mal dépensé pour rien. Au final, en fait, Six est devenu le surnom de Simoncelli. Six, Super Six 58, bref. Vous avez vu, l'histoire avec le circuit de Sepang et Simoncelli, elle commence un petit peu par là et son titre de 250. Bref, une petite anecdote comme ça, on passe à la suite. L'année suivante, Marco remet son titre en jeu en 250. Et pas de chance pour lui, il fait un peu de motocross avant le début de la saison et il se blesse. Ce couillon. Ouais, ça c'est vraiment pas de chance pour lui, hein. Et il loupe la première course. Donc la saison commence ultra mal pour Marco. Mais en plus de ça, le truc c'est que tout au long de la saison, il s'est passé un peu des trucs comme ça, quoi. Des fois c'était de sa faute et des fois pas du tout. Donc la saison, elle fait un peu les montagnes russes, on va pas se mentir. On va pas rentrer plus que ça dans les détails, mais il y a un nombre de points incalculables qui s'envolent alors qu'on aurait dû les marquer, ces points-là. Bon, je dis ça, mais il réussira quand même à prendre 10 podiums, 6 victoires et même à jouer le titre avec Aoyama jusqu'à la dernière course à Valencia. Bon, finalement, c'est Aoyama qui gagnera le titre et ça sera d'ailleurs le dernier champion du monde 250 puisque l'année suivante, on passe sur des Moto 2. Mais Simoncelli, il estimait avoir assez fait de 250, il a fait ses preuves, il a gagné un titre, lui, il voulait passer à l'échelon du dessus, dans la cour des grands, dans un nouveau monde. Quintessence du sport moto, le Saint Graal, l'élite, les grands prix, le nouveau monde, bref, appelez ça comme vous voulez, Marco vient de mettre un pied dans la catégorie reine MotoGP. Et là-dedans, plus rien n'est pareil, si ce n'est qu'on roule sur des motos et qu'elles ont 2 roues. Par contre, pour ce qui est de la technique, du poids, de la puissance, c'est plus du tout pareil. On passe vraiment sur les motos les plus rapides, les plus puissantes et les plus évoluées technologiquement au monde. Celui qui fera confiance à Marco Simoncelli pour sa première année en MotoGP en 2010, c'est Fausto Gresini. Et en dehors du fait que notre petit Fausto, c'est pas n'importe qui, il roule dans son équipe avec des Honda. Et Honda, ils apprécient pas mal le talent de Simoncelli. Alors bon, pour sa première année en MotoGP, Marco se retrouve dans un team satellite, le team San Marco, mais quand même, le soutien de Fausto Gresini, le soutien d'Honda, il est quand même dans des bonnes conditions. Bon, comme toute bonne nouvelle arrive aussi avec des fois des mauvaises nouvelles, Marco il embarque tout son staff technique avec lui, ça c'est une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'ils n'ont aucune expérience en MotoGP. Et je vous l'ai dit au début, la MotoGP ça n'a rien à voir avec la 250. Tout est différent.
va falloir apprendre énormément de choses tous ensemble. Donc vous vous en doutez, cette première saison, elle a été quand même un petit peu compliquée. Il rejoint donc dans cette catégorie des pilotes qu'il connaît pas, mais aussi d'autres qu'il connaissent. Parmi les meilleurs, Lorenzo, Pedrosa, Stoner, Dovizioso, mais aussi une légende absolue, Valentino Rossi. Et il faut savoir une petite chose sur Rossi et Simoncelli, c'est qu'ils sont comme des frères. C'est vraiment deux meilleurs amis en fait. Déjà, Marco a grandi à Coriano, qui se trouve à quelques kilomètres de Tavuglia, là où Rossi a grandi. Et même s'ils ont 8 ans d'écart, ils sont comme les doigts de la main depuis 2007, absolument inséparables. En plus du fait qu'ils ont appris à piloter sur les mêmes routes sinueuses à Cattolica, ils passent aussi vraiment tout leur temps ensemble, que ce soit pour faire du karting, du vélo, de la moto, aller à la salle de sport, ils sont vraiment inséparables ces deux-là. Alors avoir son meilleur ami ou quelqu'un qui est comme son frère dans la même catégorie, ça a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Ça rajoute une pression supplémentaire. Oui, parce qu'en plus, on en rajoute une petite couche, mais à cette époque-là, Rossi, c'est le big boss de la MotoGP en fait, si ce n'est d'ailleurs le plus grand pilote de tous les temps. Alors bon, ok, c'est le meilleur ami de Marco, mais c'est aussi un mec qui a 7 titres de champion du monde en MotoGP. Un en 125 et un en 250 en plus. C'est... Ouais. Non, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de pression. Bref, on passe à la première course de Marco Simoncelli, et en vrai, pour sa première course, il a terminé 11e. Ça va, quand t'es dans une équipe satellite, ta première course en MotoGP 11e, ça va, c'est pas mal, tu marques des points, c'est le principal. Au fil de la saison, Marco et son équipe vont énormément progresser, que ce soit par la prise d'expérience, la prise de parole, etc., la compréhension dans le staff. Bref, ils vont apprendre beaucoup de cette catégorie, à tel point que dans la deuxième partie de saison, ils auront tellement évolué qu'ils seront proches des leaders pour ce qui est de la bataille en course. Au final, Marco Simoncelli terminera 8e du championnat avec comme meilleur résultat une 4e place, ce qui est pas mal du tout en soi. Surtout quand on se dit que c'est passé vraiment à ça de la 3e place, puisqu'en fait, il se fait doubler sur la ligne, quasiment, enfin, genre à ça de la ligne. Quoi. Ça doit mettre les morts. Bien qu'il soit jeune, il devient peu à peu une figure emblématique du paddock et il est reconnu un peu partout. Et ça lui vaudra aussi quelques tours, mais on en reparlera un peu plus tard. Avec un top 8 au général et comme meilleur résultat une 4e place, c'est tout naturellement que Honda et Gresini décident de le reprendre pour une saison supplémentaire en 2011. Avec cependant un petit changement qui aura son importance. Bien qu'il soit dans une équipe satellite, Honda lui fournira finalement le même package que l'équipe officielle du Honda HRC, c'est-à-dire une moto qui date de maintenant pour qu'il puisse rouler dans les meilleures conditions possibles. Du coup, il est prêt à attaquer et montrer tout l'étendue de son talent puisqu'il a la bonne moto, la bonne équipe, il connaît la catégorie, c'est maintenant qu'on joue des podiums et des victoires. 2011 sera finalement une année aussi belle que difficile pour les fans de Marco Simoncelli. Côté bonne nouvelle, il finira quand même avec de très bons résultats puisqu'il termine 6e du général avec 2 pole positions mais surtout 2 podiums, enfin! Mais c'est beau ça, Marco, c'est beau, c'est ce qu'on veut, nous c'est ce qu'on veut là. Parce qu'il est passé à ça l'année dernière, nous on voulait des podiums. Donc une très jolie 3e place à Brno et une 2e place aux petits oignons à Phillip Island, circuit d'ailleurs qu'il affectionne particulièrement. Et on va pas se mentir, il était vraiment à ça de gagner sa première course et pourquoi pas devenir la relève italienne. Non, parce qu'il faut savoir que Valentino Rossi, il était déjà un peu âgé à cette époque-là. En fait, il est encore là à l'heure actuelle. Ouais, ça fait 9 ans. Non, en fait, j'ai dit des conneries. En fait, il était âgé, mais ils s'en foutaient aussi de la retraite. Mais je vous l'ai dit, c'était une belle année, mais aussi une saison très difficile, et ce pour 2 raisons. La première, c'était son comportement en piste. Je ne vous apprends rien si je vous dis que ces mecs-là jouent leur vie en permanence sur ces machines. Et il faut savoir respecter les autres en dehors, mais aussi sur la piste, c'est l'essentiel. Et certains pilotes comme Jorge Lorenzo estiment qu'il doit y avoir le moins de contact possible, que la course doit être le plus propre possible. C'était pas tellement la vision de Simoncelli. Lui, il avait une vision totalement différente de la chose. Pour lui, on était tous amis dans le paddock, mais arrivé sur la piste, on ne faisait de cadeaux à personne. C'était chacun pour soi et que le meilleur gagne. Bon, ok, c'est peut-être pas la meilleure philosophie de vie, ni la meilleure façon d'agir et de réfléchir en piste, mais bon, lui, il faisait ça comme ça. Et vous allez voir qu'il n'y allait pas de main morte, mais alors vraiment pas du tout. Toujours avec sa joie de vivre, sa coupe de cheveux, son aisance, et bon, aussi le fait qu'il était quand même pas petit, il était difficile de louper Marco Simoncelli dans le paddock en fait. Mais ça, c'était dans le paddock, car sur la piste, on peut le dire, c'était un peu une bête enragée. Mais genre, une bête bien enragée, tu vois, une bête qu'à la dalle, quoi, qui a pas bouffé depuis 15 jours. Finalement, Simoncelli, à part avec Rossi, il était tendre avec personne. Hein. Forcément, Rossi, c'est son pote, c'est un peu le cador de la catégorie, on a envie de le laisser un peu tranquille parce que c'est le frangin quoi. Par contre avec les autres, il y avait vraiment aucune peine. Vraiment aucune peine. Je dis pas qu'il le faisait exprès, mais il était assez agressif en course sur ses dépassements, il ne se laissait pas passer, et par contre quand il voyait un trou de souris, il y allait. Malheureusement, il a fait tomber des pilotes. Ça a d'abord commencé en 125, avec des dépassements un peu osés, puis arrivé en 250, ça a complètement explosé. Et les pilotes comme Alvaro Bautista ou Hector Barbera en ont fait les frais. Hein. Il y en a quelques fois qui sont passés par-dessus la moto, en pleine ligne droite, bref. Pas envie de revoir ces images. Hein. Ça doit faire mal.
Déjà tout ça c'était parfois très limite en 125 et en 250, mais le petit X c'est qu'il s'est pas vraiment calmé en arrivant en MotoGP. Et en MotoGP, les motos sont bien plus rapides mais aussi beaucoup plus lourdes, donc les risques sont vraiment multiplié. Et celui qui va commencer à vraiment se plaindre de son comportement en piste, c'est Jorge Lorenzo, qui en avait marre de ses conneries. On va pas se mentir, c'est les termes exacts. Lorenzo, c'est l'inverse de Simoncelli. Pour lui, ce n'était pas nécessaire d'être agressif en course, il fallait éviter le contact au maximum. Il fallait être le plus propre possible et dépasser seulement quand on était sûr de pouvoir dépasser de façon propre. Simoncelli, lui, c'était un peu l'inverse. Et c'est compréhensible comme pensée, on n'a pas envie de se blesser, tomber, bref, on a envie de finir sa course en un seul morceau, et je comprends totalement sa façon de penser à Lorenzo, il a raison. Là où Marco Simoncelli a raison aussi, c'est que c'est des gladiateurs, c'est des guerriers ces mecs-là, et que bon, on n'est pas là pour tondre le gazon, hein, merde, au bout d'un moment, faut gagner des courses. Et puis bon, même à Lorenzo, c'est déjà arrivé de toucher un adversaire, mais pas comme le fait Marco Simoncelli. Bref, la cote de Marco Simoncelli dans le paddock est vraiment pas au beau fixe. Et en plus de ça, Marco Simoncelli et Lorenzo sont revenus sur un petit accrochage qu'ils auraient eu en 2010 lors du Grand Prix de Valence, où Simoncelli avait doublé Lorenzo, et les deux se seraient touchés. Lorenzo a failli tomber, et ils se sont un petit peu chauffés en conférence de presse. Bref, vous l'avez compris, Simoncelli était agressif en course, il se laissait vraiment pas marcher dessus, il se laissait pas doubler. Mais c'était un peu pareil dans la vraie vie, il se laissait pas marcher sur les pieds. Et d'ailleurs, quand Lorenzo lui dira qu'il est trop agressif, qu'il est trop dangereux, Simoncelli lui répondra grossièrement, finalement en conclusion, « Bouhouhou, tu vas me passer les menottes ». Ah, je vous jure, il lui répond ça en conférence de presse. Je vous assure qu'il lui répond ça. Et bon, si vous connaissez Lorenzo, vous savez que c'est un petit peu un mec qui aime pas qu'on se foute de sa gueule. Et ça, il va très mal le prendre. Bon, il va rien faire, mais il va très mal le prendre. Et il va le remettre un petit peu à sa place. Simoncelli a fait rire toute l'assistance, mais Lorenzo a rappelé que c'était pas drôle ce genre de comportement et qu'ils risquaient leur vie à tout moment. Et il a raison. Beaucoup de pilotes et de journalistes estimaient que Simoncelli était dangereux en course. Et il y a un incident qui va arriver au Grand Prix de France en 2011 qui va mettre une véritable claque à Simoncelli. Lors de ce Grand Prix-là, juste avant d'arriver au chemin au bœuf, Marco doublera Pedrosa par l'extérieur. Et le problème, c'est que quand vous doublez par l'extérieur et que vous vous rabattez, il y a des chances que ça touche. Et ça a touché. Pedrosa est tombé et il s'est pété la clavicule, en fait. Donc ça, c'est vraiment pas cool du tout. Pedrosa en voudra énormément à Marco Simoncelli de ce geste, allant même jusqu'à refuser sa poignée de main et ses excuses lors d'un moment d'échange. Et ça a fait un choc à Marco Simoncelli parce que Pedrosa, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, qui n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit quasiment, qui est sans drama, il aime juste la course, il veut juste que tout le monde se respecte et que tout le monde s'aime. Mais ça s'est pas passé comme ça avec Simoncelli. Alors je sais pas s'il y a déjà eu des dramas comme ça avec Pedrosa, mais j'en ai vraiment pas le souvenir. Mais ça a mis une véritable claque à Simoncelli, parce que lui, il estime que tout le monde est copain en dehors de la piste, et là il a compris qu'il avait été au-delà des limites. Peu à peu, Simoncelli se remet en question, il change de style de pilotage, devient plus doux, mais fait aussi de moins bons résultats. On voit vraiment qu'il y a eu quelque chose qui a changé en lui. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il en faisait trop et qu'il était vraiment dangereux en piste. Et à force de rouler de façon propre et intelligente, les résultats reviennent de peu à peu. Il est beaucoup plus doux dans ses dépassements, et ça, Jorge Lorenzo, il le remarque, et il le félicite même pour ça, alors qu'il y a quelques Grands Prix, il le déglinguait par rapport à ça. Et d'ailleurs, grâce à tout ça, il viendra chercher une très belle deuxième place au Grand Prix de Phillip Island, avant d'arriver sur le Grand Prix de Malaisie en 2011, Grand Prix où tout, absolument tout a basculé pour lui. Marco Simoncelli avait remporté son seul et unique titre sur ce Grand Prix de Malaisie, le tracé de Sepang, c'était en 2008 en 250. Le voici sur ce même tracé en 2011, quelques années plus tard, avec une nouvelle moto, un nouveau style de pilotage, dans une nouvelle catégorie, avec plein de nouvelles choses, bref, prêt à aller chercher sa première victoire en MotoGP. Et en plus, pour le coup, il sortait d'un joli podium en Australie, donc il était plus que chaud bouillant pour enfin aller prendre cette première place et faire résonner l'hymne italienne en mondial. Bon, faut savoir que rouler en Malaisie à Sepang, c'est quelque chose de très particulier. Déjà parce qu'il fait extrêmement chaud, mais pas que. Le taux d'humidité est très élevé, donc on crève de chaud, on n'en peut plus, c'est des courses dans des conditions vraiment pas terribles. Une 5e place le samedi en qualification pour l'Italien, prêt à tout donner pour la course de demain. Et cette course, elle commence bien pour Marco, il arrive à se placer dans le top 5 et il lutte dans les premiers tours avec Alvaro Bautista pour prendre la 4e place. Juste derrière lui se trouvent des pilotes comme Colin Edwards ou Valentino Rossi qui eux aussi se chahutent un peu ensemble pour prendre le meilleur sur l'autre. Mais tout à coup, Simoncelli, il perd l'avant dans un virage. Et lorsque vous perdez l'avant, naturellement, vous allez à l'extérieur, vous allez dans les graviers, vous êtes là et d'un coup, force centrifuge, paf, vous êtes complètement projeté à l'extérieur. Et vous vous relevez pas, sauf si vous appelez Marc Marquez et que vous pouvez pousser avec votre coude et vous relever. Mais Simoncelli, c'était pas Marc Marquez. Marco perd l'équilibre et donc l'avant et commence à glisser vers l'extérieur. Mais Marco, c'est un gladiateur. Il veut jamais abandonner, il veut rester sur sa moto, surtout qu'on est au Grand Prix de Malaisie. Un Grand Prix qu'il adore. Donc il fera tout le nécessaire pour essayer de se redresser, mais il aurait peut-être pas dû. En faisant ça, ses deux roues raccrochent tout à coup, et lui qui était à l'extérieur se retrouve projeté à l'intérieur de la trajectoire.
la trajectoire même qu'empruntent les pilotes. Et à ce moment-là, Colin Edwards et Valentino Rossi arrivent à pleine vitesse et ne peuvent rien faire pour l'éviter, et ils le percutent de plein fouet. Les motos vont à plus de 350 km/h en bout de ligne droite, et même dans les virages, ça reste des machines extrêmement rapides, allant entre 100 et 200 km/h dans certains virages. Alors si deux MotoGP qui sont dans une sortie de virage à pleine charge se retrouvent nez à nez avec un pilote qui est par terre et ne peuvent l'éviter, le choc est absolument terrible. Rossi restera sur ses roues malgré le choc, mais c'est pas le cas de Colin Edwards, qui en percutant Simoncelli tombera à son tour et se luxera l'épaule. Mais pour Marco, c'est une autre histoire. La puissance du choc arrachera son casque, qui déjà tenait d'une façon un peu bizarre, parce qu'il avait quand même une grosse touffe de cheveux qu'il fallait camoufler sous ce casque. Mais c'est pas tout. De très graves blessures à la tête, aux vertèbres cervicales et même à la poitrine sont constatées. La course est immédiatement interrompue sous drapeau rouge, et l'Italien arrive dans un état d'arrêt cardio-respiratoire au centre médical du circuit par ambulance. Malheureusement, les blessures sont trop graves et toutes les tentatives de réanimation échouent. Marco Simoncelli décède le 23 octobre 2011 à 16h56, alors qu'il n'avait que 24 ans. La course de Sepang est quant à elle annulée et c'est tout le paddock qui est en deuil pour la perte de leur rival, de leur ami, de leur frère, mais aussi de leur fils. Colin Edwards, qui était impliqué dans le choc, était là depuis tellement d'années, c'était un vétéran de la moto et il en a vu des jeunes passer. Valentino Rossi, qui lui aussi était impliqué dans le choc, était le meilleur ami de Marco, comme son frère. Paolo Simoncelli, qui lui est le père de Marco, était sur le circuit ce jour-là, mais aucun d'entre eux n'a eu le temps de dire au revoir à Marco. Marco sera donc enterré à Coriano en Italie avec énormément de monde à l'enterrement. De la famille, des amis, des gens du paddock, mais aussi beaucoup de fans et de motards sont venus lui rendre un dernier et ultime hommage. Lors du dernier week-end de course de la saison à Valence, tous les pilotes de toutes les catégories ont pris part à un tour de piste, tous ensemble, les 125, les Moto 2 et les MotoGP. Ils étaient tous là, tous ensemble. D'ailleurs, Loris Capirossi, qui prenait normalement sa retraite à ce Grand Prix-là, n'aura pas son numéro 65 comme il a eu tout au long de sa carrière, mais bien le numéro 58, numéro qui d'ailleurs a été retiré des courses. Marco détestait le silence. Lui, ce qu'il voulait, c'est du bruit. Et là, c'est ce qui a été fait avec les 125, les Moto 2, les MotoGP, les gens qui applaudissaient, les feux d'artifice, bref, énormément de bruit pour rendre un hommage à Super Sick. La course ne s'arrête jamais. La nouvelle saison a commencé en avril 2012, dans le désert du Qatar. Ils étaient tous là. Tous sauf un. L'année 2012 se fera sans Marco Simoncelli, sans celui dont vous venez d'entendre l'histoire. Pourtant, pour beaucoup, c'est comme s'il était encore là. Certains portent le numéro 58 sur leur casque, d'autres sur leur combinaison et même d'autres sur leur moto directement. Enfin, sur leur moto. Pas le numéro 58 de course, mais le petit numéro 58 de Marco en autocollant quelque part sur la bulle avant. Et comme je l'ai dit, vous ne pouvez plus voir un pilote avec le numéro 58 puisqu'il a été retiré des courses. Juste après son décès, la famille Simoncelli a décidé de créer une fondation, la fondation Marco Simoncelli, qui a pour but de perdurer ce que Marco avait déjà entrepris, c'est-à-dire aider les plus démunis à travers le monde. Du côté de son père, Paolo Simoncelli, il fonde en 2013 l'écurie 658 Squadra Corse, une équipe qui a pour but en fait d'emmener les jeunes talents italiens aux portes du mondial, si ce n'est même carrément au mondial. Et c'est ce qu'il va réussir à faire. Il est aidé par Fausto Gresini pour ce projet. Il commence tout d'abord en championnat italien, le CIV, avant de se dire quand même que le CEV est un championnat un peu plus relevé et qu'il faudrait peut-être passer là-bas. Et la victoire arrive assez vite puisque dès la deuxième course du championnat en CEV, Tony Arbolino vient prendre la première place. Petit à petit, les résultats étaient là et le team peut passer en mondial. Pour l'heure, c'est Tatsuki Suzuki et Nicolo Antonelli qui roulent pour ce team. Côté hommage, quand la nuit commence à tomber sur Coriano chaque dimanche, un pot d'échappement s'enflamme et embrase la nuit pendant 58 secondes. Et tout un tas d'hommages sont faits à travers le monde, comme le circuit de Misano qui est rebaptisé Misano World Circuit Marco Simoncelli depuis 2011. Vous l'aurez compris, Marco avait marqué le cœur et les esprits de tous, et même si certains l'avaient en grippe comme Jorge Lorenzo ou Pedrosa, ils avoueront regretter de s'être brouillé avec lui. Surtout Pedrosa qui ne voulait pas lui serrer la main et accepter ses excuses, il regrette amèrement et se dit maintenant que la vie est trop courte pour avoir des ennemis. Rossi, quant à lui, se souvient encore de sa sympathie, ses journées passées ensemble, sa touffe de cheveux, mais aussi ses petits dépassements en course. Tout ça lui manque énormément et pourtant Rossi continue la course et ne s'est pas arrêté là. Il faut dire qu'en même temps, je pense que vous avez compris le caractère de Marco. Ça aurait chié pour Rossi s'il avait arrêté la course. Bref, tout un tas d'hommages continuent à être faits à travers le monde chaque année. On a vraiment des fois l'impression que Marco est encore là. Même la Dorna lui ont rendu hommage en le nommant MotoGP Légende, un titre qu'on peut avoir seulement si on a marqué l'histoire des Grands Prix. Si vous avez un petit peu connu les Grands Prix lorsque Marco roulait, je pense que vous avez eu beaucoup de sympathie pour lui. Peut-être que vous l'avez un peu détesté sur certains dépassements,
Mais je suis sûr qu'au fond, vous l'aimez ce pilote. Ça a rappelé aussi à tout le monde que ces mecs-là ne sont pas immortels, que ce sont avant tout des hommes qui ne sont pas invincibles. Ça a apaisé beaucoup de tensions et finalement, d'un certain côté, ça a rendu ce sport encore plus noble et encore plus respectueux. Voici donc l'histoire de Marco Simoncelli. Ciao, ciao, ciao. Je vais pas vous mentir, ça a été hyper dur d'écrire cette vidéo. Les recherches, etc. retomber sur tout un tas d'images, sachant que c'est un pilote que j'ai énormément aimé, un pilote dont j'étais aussi fan que Valentino Rossi. Surtout pour la partie de sa chute et son décès, j'ai dû revoir les documentaires comme Hitting the Apex ou des images d'archives. J'ai versé ma larme. À plusieurs reprises, je vous mens pas que j'ai versé ma larme. Et même là, de tourner cet épisode, ça a été très compliqué. Vraiment, je vous le dis, ce pilote a une place importante dans mon cœur. C'est une immense source d'inspiration, de travail, d'acharnement, mais aussi de joie de vivre et de positivité. D'ailleurs, il avait un slogan que j'ai toujours aimé, « Race your life ». Lui, il se disait que la vie est trop courte pour faire la gueule, il fallait y aller à fond. Et ça, pour moi, c'est le meilleur état d'esprit possible. Bref, cette vidéo est terminée. Je tiens encore une fois à remercier Raf Drawing pour ses dessins. J'espère que vous avez apprécié. Son Instagram s'affiche ici et il est dans la description. On a vraiment bossé comme des malades sur ce projet-là. La vidéo est pas sponsor, rien. On voulait vraiment vous proposer l'expérience de la vie de Marco Simoncelli. On voulait que vous en appreniez beaucoup. Je remercie également la fondation Marco Simoncelli qui m'ont permis d'apprendre pas mal de choses. Leur site internet, mais aussi leurs contacts qui m'ont donné plein de petites précisions sur sa vie. Comme par exemple le fait que ses parents avaient une boutique de glace. Ça, c'est cool quand même. Là, t'es petit, tu veux manger ta petite glace, bah tes parents, ils le font. Je compte refaire d'autres sujets sous ce format, même si c'est hyper long à tourner, écrire, rechercher. Bref, c'est là l'horreur, mais c'est tellement bien. Et pourquoi pas refaire un petit Marquez Sepang 2015 ? On verra. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Ça me ferait extrêmement plaisir. D'ici là, je vous laisse. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce long format. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Race your life et vie à tous.